Le coup de tocsin. Et notre coup de tocsin avec François Coq, analyste politique, ancien directeur de campagne Arnaud Montebourg, auteur de Alerte à la souveraineté européenne ou de l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes, ou encore La chimère de Macron contre la souveraineté populaire, le tout aux éditions Éric Jamet. Bonjour François Coq. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous revenez aujourd'hui sur la question de l'étude de l'axe international, on va dire, des différents candidats. Vous dites en fait qu'il faut s'intéresser aux réflexions internationales quand vous votez. C'est votre sujet. Oui, finalement, Clémence, c'est une gageure pour moi que d'essayer de tenir ici une chronique sur la politique nationale à l'heure de la démocratie minoritaire et du grand chambardement du monde. Vous voyez, je pourrais essayer de vous parler et de mettre quelque intérêt en faisant 3 sauts périlleux et un salto arrière sur la réunion post conclave sur les retraites qui va avoir lieu ce lundi 23 juin pour faire croire que tout ça est important, que des gens vont se mettre d'accord alors qu'ils ont été réunis pendant 3 mois et que ce conclave sur les retraites a un autre enjeu que d'être simplement purement électoraliste pour éviter la censure et mettre le PS dans la poche de Monsieur Bayrou. Mais non, honnêtement, tout ça est tellement ridicule que je ne vais pas faire l'affront à vos auditeurs de faire semblant de faire croire qu'il y a un quelconque intérêt à tout cela. Par contre, ce qui serait intéressant de regarder, c'est à quel point la scène internationale, les questions internationales impactent ou non, je dis bien ou non, les décisions des Français à l'heure où il faut se positionner pour l'avenir, ce qui est le cas soit lors d'une élection législative, soit plus encore lors d'une élection présidentielle. Et pour partir de ça, il faut faire le constat, qui est en tout cas le mien, et je crois qu'il faut le regarder ne serait-ce que sur les derniers jours, du grand déclassement à la fois de l'Union européenne et de la France sur la scène internationale. Je dis juste sur ces derniers jours parce que vous savez, hein, il y a des décennies où rien ne se passe et puis il y a des semaines où des décennies se produisent, comme disait Vladimir Ilitch Ulyanov. Donc là, si on regarde ne serait-ce que ce qui s'est passé ces derniers jours, on a assisté à quoi? On a assisté au déclassement de l'Union européenne et au fait qu'elle est hors jeu. On avait vu que c'était le cas sur la guerre en Ukraine. On a vu à l'occasion des négociations qui ont eu lieu le 20 juin à Genève à propos de l'Iran, au moment où le représentant pour la diplomatie iranien rencontrait les représentants pour la diplomatie de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, que finalement leur discussion était vaine et c'est M. Trump qui l'a dit avec toute sa morgue et toute son arrogance en disant, et je le cite, « Il n'aide pas, l'Iran ne veut pas parler à l'Europe, ils veulent nous parler à nous, l'Europe ne va pas pouvoir aider sur ce sujet. » On ne pouvait pas faire plus net et malheureusement, plus vrai, l'Europe était hors jeu. Elle est hors jeu parce qu'elle est aussi anachronique. Il faut bien avoir en tête que l'Union européenne, la commission qui a été mise en place suite aux élections européennes de 2024, c'est-à-dire il y a moins d'un an, est une commission qui a été faite sur mesure, cousu main par Madame von der Leyen et les siens, et tous ceux qui la soutiennent, et en premier lieu Monsieur Macron, pour être une commission qui est exclusivement centré sur la question russo-ukrainienne. Vous savez que 4 des postes les plus importants de commissaires, celui de haut-commissaire à la politique étrangère et à la politique de sécurité notamment, qui a été délégué à l'Estonienne Kaja Kallas, on a eu l'occasion d'en parler régulièrement, mais aussi le poste de commissaire à la défense qui a été donné à un Lituanien, Andrius Kubilius, celui de l'élargissement qui a été donné à une Slovène, Marta Kos, ou celui de la Méditerranée qui est un enjeu central qui a été donné à la Croatie. Tout ça fait que cette commission est centrée, a été construite exclusivement sur la question de la guerre en Ukraine, avec ce tropisme-là qui a été pensé au sein de la Commission européenne et qui fait que finalement, cette commission est incapable d'agir sur la scène internationale, elle est incapable d'agir sur la scène russo-ukrainienne, bien sûr, parce qu'elle est partie prenante, et elle est incapable d'agir à l'international parce que personne ne la reconnaît comme interlocuteur. Même Joseph Borrell, qui était le prédécesseur de Madame Kallas à la politique étrangère, avait plus de retours et avait plus de crédibilité sur la scène internationale.
Voilà pour le constat pour l'Union européenne. Mais ce constat vaut également pour la France et pour monsieur Macron. Ayons ne serait-ce qu'en tête que monsieur Macron voulait mettre ces jours-ci à l'ordre du jour d'une conférence internationale à l'ONU la question de la solution à deux États et de la reconnaissance de la Palestine. Très bonne idée, sauf que c'est lui-même qui a annoncé le 13 juin que cette conférence internationale à laquelle il tenait tant n'allait pas pouvoir se tenir. Autrement dit, quand il veut prendre des initiatives, qu'il veut se saisir d'une occasion, ben finalement, tout ça reste lettre morte. Mais il est également hors jeu dans la dernière actualité. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que lors du sommet du G7 qui a eu lieu la semaine passée, souvenons-nous quand même du pourquoi du clash entre M. Macron et monsieur Trump. C'est M. Macron qui a dit que M. Trump partait pour organiser un cessez-le-feu entre Iran et Israël. On voit aujourd'hui ce qu'il en est Oui. de ce cessez-le-feu et on se souvient des mots, là encore extrêmement durs, de Donald Trump en disant qu'Emmanuel Macron ne comprend jamais rien et qu'il est avide de publicité. Moi, ça ne me fait pas plaisir qu'un dirigeant d'un autre pays parle ainsi d'un président Bien français. sûr. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que on voit bien en plus qu'il a raison sur le fond, mais je ne peux pas me résoudre à ce que le représentant et le chef de l'État de mon pays soit traité de la sorte. Oui. Mais malheureusement, M. Macron a continué à s'enfoncer. Je rappelle que samedi 21 juin, quelques heures seulement avant les frappes américaines en Iran, M. Macron disait, et je le cite, je suis convaincu qu'il existe un chemin pour sortir de la guerre et éviter de plus graves dangers. Pour y parvenir, nous allons accélérer les négociations engagées par la France et ses partenaires européens avec l'Iran. Bon, bref, on voit bien que tout ça n'amène à rien, pas plus que les conseils de défense. Le troisième s'est tenu le 22 juin. La conclusion en a été qu'il fallait appeler à ce qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée. Un conseil de défense pour ça, merci. Le quatrième aura lieu le 24 juin. On peut se douter qu'il n'en sortira pas plus. Mm. Donc, à l'heure du grand déplacement, quel sera demain, au moment du choix des Français, le rôle de la politique internationale? C'est ça la question qui est posée, parce que le chef de l'État, par exemple, et notamment le chef des armées, le représentant de la France sur la scène internationale, c'est lui qui négocie ou qui ratifie les traités, et ces élections nationales que nous allons avoir sous la main, je ne sais pas si ce sera une législative anticipée, je ne sais pas si ce sera une présidentielle anticipée, je ne sais pas si ce sera même la présidentielle de 2027, mais en tout cas, elles devront traiter de la question de l'ordre du monde, de l'Union européenne, des relations commerciales et même sur la scène internationale de la question de l'immigration. Or, si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on constate que la politique internationale a toujours eu un rôle malheureusement secondaire lors d'une élection présidentielle notamment. Je vous fais juste un petit coup d'œil dans ce rétro sur les dernières présidentielles. Regardez en 1995. En 1995, ça aurait dû être la question centrale, souvenez-vous, hein, il n'y avait pas eu d'élection présidentielle depuis la chute du mur de Berlin, on était au moment de la guerre en Yougoslavie, on était au moment de l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, et alors on n'a pas du tout parlé en 1995 des questions internationales, hein, c'était la fracture sociale de Jacques Chirac hein, à ce moment-là. En 2002, on n'en a pas plus parlé, alors qu'on était au lendemain du 11 septembre 2001 et de ses implications sur la réorganisation, là aussi, du monde. La seule fois où on en a un peu parlé, c'était en 2007, notamment avec Monsieur Sarkozy, mais enfin c'était pour rompre avec la position plutôt traditionnelle de la diplomatie française et pour faire un réalignement avec les États-Unis. La belle affaire. Mais en 2012, là, on sortait de la crise de la zone euro, de la crise des subprimes et de la Libye, et finalement tout ça a été traité d'un revers de main par Monsieur Hollande sous la forme d'une formule: mon ennemi, c'est la finance. Ainsi réglait-il la question de la crise économique internationale. En 2017, il y a des alternatives qui étaient sur la table. Je pense notamment au référendum pour la sortie de l'Union européenne qui était alors porté par Madame Le Pen, ou la sortie de l'OTAN qui était mis en avant extrêmement fortement par Jean-Luc Mélenchon. Mais là encore, ça n'a pas été une question importante que les questions internationales. Et en 2022, alors même que nous étions en plein conflit ukrainien, eh bien justement l'élection présidentielle et les questions internationales ont servi et ont permis
de faire en sorte à M. Macron qu'il n'y ait pas de campagne. Donc ce que je dis, c'est que historiquement, malheureusement, alors même que les enjeux aujourd'hui sont plus importants que jamais, les questions internationales ne sont pas centrales. Oui. Peut-être avons-nous l'effort à faire pour faire en sorte qu'elles le soient. On a un problème aujourd'hui, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait agir, on a un problème d'offre politique. Je suis désolé de le dire, mais nous n'avons pas aujourd'hui d'hommes ou de femmes d'État sur le devant de la scène qui soient présents et qui soient estampillés comme tels pour porter une parole forte. Enfin, on va quand même pas se dire qu'on va porter les questions internationales avec Monsieur Attal, avec Monsieur Philippe, Monsieur Faure, Madame Tondelier. Tout ça n'a aujourd'hui pas de sens. Monsieur Or, les Bardella. questions internationales vont avoir une déclinaison très concrète en termes d'impact économique. Ça vient d'être évoqué par votre précédent intervenant sur la question énergétique. On le savait depuis la crise ukrainienne. Ça le sera en termes de compétitivité au regard de ce qu'est la politique conduite par les Américains. Ça le sera en termes de protectionnisme, puisque je rappelle que l'Union européenne, qui nous chapeaute et dans laquelle nous mettons, a déclaré par la voix de Mme von der Leyen pour l'ouverture du G7 la semaine dernière que, et je la cite elle aussi, nous devons tous éviter le protectionnisme. Donc autrement dit, elle referme cette parenthèse et cette possibilité qu'il y aurait pour reprendre en main le contrôle. Et donc, eh bien, cette question de la politique internationale doit redevenir une question centrale. Mais je le redis, c'est une responsabilité que nous avons aussi en tant qu'électeurs. Bien Je sûr. pense que nous faisons fausse route aujourd'hui en attaquant que l'oligarchie ou nos dirigeants qui finalement s'adaptent très bien à cette situation. On leur redonne finalement le choix de décider des thèmes et de la carte électorale. Et c'est aussi à nous, en tant que citoyens en responsabilité, de faire le ménage sur cette scène politique si nous voulons vraiment que les vrais enjeux soient repris en main. Merci beaucoup François Coq, vous avez bien raison. Et d'ailleurs, pour faire ce ménage, encore faut-il avoir la culture pour comprendre ce qu'il se passe.